Et salut à tous et toutes, j'espère que ça va au top du top aujourd'hui. Parce qu'on va parler d'un album qui m'a littéralement envoyé dans l'espace. Moi c'est Charlie, aka coucou Charlie.musique, et tous les jeudis à 19h je viens te causer d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane, ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un disque qui ressemble à une sorte d'émeute intergalactique en costard noir, pleine de parano, de révolution et de mélodies qui explosent à la gueule. Ce disque, c'est comme si Radiohead s'était enfermé avec Queen et un manuel de contre-espionnage de la CIA. Bon, on sait que Muse a Radiohead comme méga inspi depuis l'album précédent, et c'est pas Benoît Odès 4109 qui va nous dire le contraire, hein. Cet album de Muse, eh bien ça parle de manipulation de masse, d'aliens, de corruption mondiale, d'insurrection, mais avec un style ultra léché, des harmonies grandioses et ce goût pour le spectaculaire qui te fait grimper au plafond à chaque refrain. Un peu dans la lignée de Radiohead, je trouve. Non? D'accord? Pas d'accord? Dis-moi en commentaire. Bref, et pourtant, derrière tout ce délire galactico-politico-messianique, il y a une vraie sincérité. Muse, c'est pas juste un trip théâtral, c'est un groupe qui en 2006 avait déjà pigé que le monde partait en vrille, et qui l'a crié avec classe et fureur. Comme Radiohead! Ok, j'arrête pour tout le reste de l'épisode avec Radiohead. Promis. Mais va voir mon épisode sur eux juste après, hein. Alors ouais, Black Holes and Revelation, c'est pas juste un album. Comme tout le temps les albums dont je te parle ici. Mais là, c'est un peu un signal d'alerte qui tabasse, un cri cosmique qui groove, un opéra de fin du monde qui te fait headbanger avec les poings en l'air. Allez, on y va pour Black Holes and Revelations, l'album qui t'apprend à danser pendant l'apocalypse. On est en 2006 et Muse est déjà un poil lourd du rock britannique. On parle d'un trio originaire du Devon avec Matthew Bellamy à la guitare, au chant, au piano et aux théories du complot. Chris Wolstenholme à la basse, toujours impeccable, toujours en retrait, même si son nom il est un peu dur à dire quand même, hein. Et Dominic Howard à la batterie, c'est celui qui cogne comme un chef d'orchestre en plein ouragan quoi. Après 3 albums qui sont Showbiz en 99, Origin of Symmetry en 2001 et Absolution en 2003, Muse est connu pour son mélange de rock alternatif, de virtuosité néoclassique, de science-fiction et de mégalomanie savamment dosée. Absolution a cartonné, porté par des titres comme Hysteria ou Time is Running Out, que tu connais sur Regarde cette vidéo, hein. Et les a imposés comme une machine de guerre en live. Des mecs capables de jouer limite du classique entre deux riffs métal, sans jamais trembler des genoux quoi. Des génies, ou des fous, ou peut-être les deux, à toi de voir, hein. Mais à ce moment-là, notre Matt a un problème. Le monde va mal, il est de plus en plus persuadé qu'on nous cache tout. Gouvernement mondial, manipulation, contrôle mental, menace interstellaire. Il commence à lire David Icke, théoricien du complot, ou du Noam Chomsky, un militant et intellectuel engagé de tendance socialiste, libertaire et anarchiste, ou encore à regarder les infos comme on regarde un film d'horreur quoi. Et au lieu d'aller en thérapie, il écrit un album. Un méga giga ultra trop chouette album par contre, hein. Le groupe se barre dans le sud de la France pour enregistrer Black Holes and Revelations avec le producteur Rich Costé, déjà aux manettes sur Absolution, mais ça on y revient dans 2 petites minutes pour la partie enregistrement. Mais juste, leur but à ce moment, c'est de ne pas faire Absolution 2. Ils veulent du groove, du funk, des sons électroniques, des chœurs, des cuivres, du flamenco s'il le faut. Ils veulent prendre le virage du spectaculaire, du politique, de la dystopie stylée. Et c'est exactement ça qu'ils vont faire. Cet album sort le 3 juillet 2006. C'est leur album le plus ambitieux à ce moment-là, celui qui les propulse dans une autre dimension, à coups de refrains stratosphériques, de synthés qui hurlent comme des alarmes nucléaires, et de paroles qui donnent juste envie de lancer une révolution
avec panache quoi. Ce disque, c'est Muse qui arrête de se regarder dans le miroir gothico-romantique et qui commence à fixer l'humanité droit dans les yeux en se demandant si elle mérite encore d'exister quoi. Bon, accroche-toi, car comme je te disais, Muse aurait très bien pu continuer sur la lancée d'Absolution. Du rock orchestral, du piano qui fait pleurer dans les chaumières, des riffs ultra lourds. Mais non, pour Black Holes and Revelations, ils veulent du changement. Et pas juste un petit virage, ils veulent une courbe de l'espace-temps quoi. Ils commencent à écrire en 2005 dans le sud de la France au studio Miraval dans le Var. Studio qui a vu passer à CDC, dont je t'ai parlé ici sur ma chaîne, ça doit s'afficher par là. Ou encore de Pink Floyd, dont maybe on parle bientôt sur la chaîne. Bref, Muse, ils s'y enferment comme des scientifiques fous, testent des sonorités, empilent les pédales d'effets et les synthés, et surtout, laissent entrer le groove dans leur univers. Mais dans ce petit château, loin du monde, le groupe n'arrive pas à choisir quels morceaux seront sur l'album. Cool d'être libre et solo pour expérimenter tous ces petits nouveaux joujoux. Mais c'est compliqué de se rattacher au monde réel. Mais attention, ça veut pas dire qu'avec tous ces petits nouveaux joujoux synthés là, ils abandonnent les guitares et les claviers de l'apocalypse. Ils élargissent juste le spectre de création quoi. Un peu comme si un groupe de rock progressif s'était retrouvé bloqué sur une station spatiale avec la collection complète de Prince, de Daft Punk et Ennio Morricone, tu vois. Enfin, je pense quoi. C'est peut-être fou, mais comme Muse quoi. Le tout est donc enregistré dans 2 studios, donc Miraval dans le sud de la France comme je te disais, et ils l'ont terminé à New York. À la production, on retrouve Rich Costey, avec qui ils avaient déjà bossé sur Absolution. Sauf que là, Rich passe en mode sorcier fou. Il pousse le groupe à expérimenter encore plus, à jouer avec les textures électroniques, à construire des murs sonores de synthé et à lâcher un peu la pédale dramatique, au profit du son un peu plus funky, plus incisif. Notre petit Matt s'amuse aussi avec des instruments chelous. Il sample des claviers vintage, bidouille des sons de thérémine, tu sais, cet instrument de son de sci-fi là, et balance même des influences flamenco sur City of Delusion. La basse de Chris est mixée bien en avance, super grasse, presque dub par moment, et la batterie de Dom, elle claque comme une alarme de guerre civile quoi. Et puis surtout, tout est calibré pour le live. Muse pense déjà au stade, aux lumières, à la foule en transe. Cet album est pensé comme un disque de démesure qui peut faire trembler la terre sous les pieds de 80 000 personnes quoi. Spoiler, ça va marcher de ouf. Ce disque-là, c'est Muse qui passe du rock théâtral à l'opéra spatial politique. Un mélange improbable de Rachmaninov, de Rage Against the Machine, dont je t'ai également parlé sur ma chaîne, et de Giorgio Moroder en fait. Et aussi loufoque que ça peut laisser penser ce petit trio de ref là, bah ça fonctionne quoi. Combo gagnant, bingo. C'est parti pour le moment focus sur quelques titres de l'album. Là, il y a 3 singles cet album. Donc comme tu peux te douter, on va les faire. Et je te fais mon petit préf de l'album, qui à ma grande tristesse, n'a pas eu le succès des autres, alors qu'il est trop kiki, trop chouette, trop mignon. Ça me rend triste ou de ouf. Et rien que pour me remonter le moral, tu devrais t'abonner. Dès les premières secondes, t'as compris qu'on était ailleurs. Ce n'est plus vraiment Muse version Apocalypse Now, c'est Muse en pleine fusion nucléaire avec Prince et Depeche Mode quoi. Depeche Mode, c'est génie dont je t'ai parlé ici aussi sur ma chaîne. Oh là là, c'est fou, après 3 mois et demi de chaîne, tous les ponts que je peux faire. Bref, Supermassive Black Hole, c'est le morceau qui a divisé les fans à sa sortie. Genre, c'est quoi ce groove sexy chelou là? Où sont passés les solos de guitare cosmique? Ou encore, pourquoi je danse sur du Muse là? Mais c'est exactement ça l'objectif. Muse voulait casser sa propre formule, explorer une autre planète sonore. Et ils l'ont fait avec un morceau qui groove comme un serpent, sombre, gluant, sensuel, presque vicieux. Le riff principal, un mélange d'électro crade et de funk robotique.
Bellamy, il chante presque comme un androïde qui aurait lu trop de poèmes d'amour en fait. Niveau influence, notre petit Matt l'a dit lui-même. Il a trouvé l'inspi en allant danser en club à New York afin de trouver un savant mélange entre tempo, dance et le son des guitares de Franz Ferdinand. Encore un combo gagnant qu'on n'aurait pas pu croire d'avance quoi. Mais surtout, je trouve qu'il y a une grosse vibe Prince sous amphétamine, avec ce falsetto là au perché, et ce groupe métallique presque glitché. Et dans les paroles, c'est toujours le chaos, mais version sentimentale. Oh baby, don't you know I suffer? Oh baby, can you hear me moan? Une histoire de passion noire, d'attraction dévastatrice, d'obsession cosmique. Tu sens que notre petit Matt est complètement aspiré par une force qu'il ne contrôle pas. Genre une meuf, un trou noir, le capitalisme. Va savoir, sois ton propre juge. Et le plus dingue, c'est que ce morceau, qui a failli être viré de l'album pour cause de trop chelou, est devenu l'un des plus gros tubes du groupe. Il a même été utilisé dans Twilight. Ce qui reste un des plus grands mystères de l'univers, je vais pas te le cacher, mais bon, chacun son truc hein. Et en live, Supermassive Black Hole devient une transe totale. La lumière, la basse qui bredonne dans le sol, et Matt qui joue les rockstar disco. T'as plus qu'à bouger la tête et accepter l'implosion quoi. Bon, respire un coup. Parce qu'après la noirceur sexy dont on vient de parler pour Supermassive Black Hole, la Muse nous envoie des émotions qui débarquent à toute vitesse. T'as ce piano cristallin qui ouvre le morceau comme un lever de soleil sur une planète inconnue. Puis la base de notre Chris, au nom imprononçable, qui arrive lourde, battante, comme un cœur qui cogne trop fort parce qu'il est perdu quelque part dans l'univers. Starlight, c'est la ballade de l'album, mais une ballade news old style quoi, romantique, ouais, avec des vaisseaux spatiaux, de l'angoisse existentielle et des synthés intergalactiques. Tu sens que notre Matt chante avec un mélange de douleur et d'espoir, comme s'il envoyait un message d'amour en morse à travers la galaxie. All you in my arms, I just wanted to hold you in my arms. Simple, universel, touchant. Le morceau parle d'isolement, de perte, de cette peur de ne plus jamais revoir la personne qu'on aime. Il y a une vraie fragilité derrière cette grandiloquence typique de Muse. Et justement, ça bouleverse mon petit cœur de fragile. Starlight est un des rares moments où le groupe met un peu de côté ses explosions sonores pour laisser parler la mélodie. Niveau prod, le groupe a soigné les textures. Le refrain te rentre dans la tête et il en ressort jamais. D'ailleurs, Matt le considère comme un de leurs morceaux les plus pop. Et il assume totalement. Petit cœur de mélomane ou de petit fragile, je te dis, hein. J'adore. C'est aussi l'un des morceaux qui a le mieux vieilli du disque, je trouve. Sur scène, c'est souvent le petit moment émotion du set. T'as des milliers de personnes qui chantent ensemble ce refrain un peu naïf, un peu triste, mais ça fonctionne à chaque fois. Starlight, c'est la preuve que même les groupes de rock spatial savent écrire des chansons d'amour. Et Muse, quand il se calme un peu, c'est souvent là qu'il te touche le plus, je trouve. Ok, là on parle du moment où t'arrives au final de l'album, même si oui, c'est l'avant-dernier, mais quand même il te met sur orbite direct quoi. Knights of Sidonia, c'est pas juste un morceau en fait, c'est une chevauchée cosmique, un space western épique qui explose tout sur son passage. Muse balance ici l'un de ses titres les plus fous, les plus ambitieux et surtout les plus jouissifs je trouve. Déjà, faut parler de l'intro. Ce son de cheval mécanique au galop là. Cette montée synthétique ultra dramatique. Ces voix qui débarquent comme dans un duel de Sergio Leone, c'est le Far West, mais sur Jupiter.
Tu sens que notre Matt s'est éclaté à foutre tous ses délires dans ce morceau. C'est Queen, Ennio Morricone, un peu de surf rock, du prog 70, du métal, tout ça dans un shaker interstellaire quoi. Et les paroles, un appel à la révolte. Encore. And how can we win when fools can be kings? Ça pourrait être cheesy dans la bouche de n'importe qui d'autre, mais là, avec l'intensité du morceau et de tout ce que t'as déjà entendu dans l'album, ça devient un cri galvanisant, je trouve. Tu montes sur ton destrier laser et tu charges le système, le poing levé et la guitare en feu. Et niveau construction, quelle masterclass! Y a pas de couplet refrain classique. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça explose dans une fin totalement débridée. C'est l'un des morceaux où Muse se lâche totalement, comme s'il savait que l'album touchait à sa fin et qu'il fallait tout balancer d'un coup. Et ça fonctionne à mort. Oh là là, j'adore. Ce morceau est devenu un incontournable en live. Le public hurle-les. No one's gonna take me alive. Comme une armée prête à se rebeller contre l'ordre établi. Et ça fait du bien. Un pur moment d'adrénaline. En fait, c'est presque un résumé de tout ce que Muse sait faire de mieux. De la démesure, du style, de la technique, un peu de kitsch et une efficacité redoutable. Le morceau qui te fait te sentir invincible. Et ça, c'est une sacrée façon de terminer un album. Et juste avant l'apocalypse martienne de Knights of Sidonia, Muse redescend d'un coup dans un monde plutôt brumeux, vachement plus doux, mais surtout méga giga ultra hanté. Hoodoo, c'est un ovni dans l'album, un morceau fragile, quasi mystique, qui vient te souffler à l'oreille comme un fantôme. On est à milieu des riffs guerriers, et pourtant, ça fait tout autant d'effet, je trouve. On croirait un vieux western mélancolique, avec le vent qui soulève la poussière. Tu vois, notre petit Matt est à nu ici. Il chante bas, presque dans un souffle, et t'embarque dans une ambiance de solitude, de doute, de rêve brisé. L'émotion est brute, sans fioriture. Et puis, tout explose. La montée orchestrale débarque comme une tragédie grecque. Le piano dramatique, les cordes déchirantes, la batterie qui s'éveille soudain. C'est l'un des rares morceaux de Muse où l'intensité vient plus de l'émotion que de la puissance sonore, je trouve. Une tristesse élégante qui te prend à la gorge. Le titre lui-même, Hoodoo, évoque les sorts, les esprits, les pratiques occultes. Et ça, franchement, ça colle parfaitement. On a l'impression que le morceau est hanté par des regrets. Ça sonne comme un mea culpa spectral, comme si notre petit Matt parlait une conscience passée. C'est une pièce atmosphérique, intime, presque cinématographique. Elle n'est pas faite du tout pour être bangée, mais pour fermer les yeux, respirer et ressentir un truc qui vient des tripes quoi. Et dans un album aussi explosif que Black Holes and Revelations, c'est ce genre de respiration qui rend l'ensemble encore plus puissant je trouve. Ce morceau, c'est une preuve que Muse sait aussi jouer la carte de la subtilité sans rien perdre de sa force émotionnelle. Allez, c'est parti pour les 5 petites anecdotes chinées pour te faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes. Des morceaux entiers écrits, puis abandonnés. Pendant l'enregistrement à Miraval, Muse aurait composé près de 20 chansons entières, dont certaines comme Soaked ou Crying Shame, mais la plupart ont été mises de côté car jugées trop progressives ou hors ligne musicale. Ils l'ont dit dans GQ. Finalement, ils ont affiné l'album à New York pour coller à leur nouvelle ambition sonore. Et c'est trop chouette. La pochette pensée comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La pochette, conçue par le légendaire Storm Thorgerson, représente 4 hommes assis autour d'une table rouge, symbolisant paranoïa,
intolérance, narcissisme et cupidité. Les 4 cavaliers modernes d'un monde apocalyptique. Et petite anecdote dans l'anecdote, la photo a été prise dans le désert de Bardenas en Espagne. Des chauves-souris en coulisses. Pendant les sessions au château Miraval, le groupe a vécu une expérience atypique, on va dire. Des chauves-souris entraient régulièrement dans le studio, ce qui rendait l'enregistrement un peu cocasse, selon Chris Bolston. J'arrive toujours pas avec son nom, c'est trop compliqué, je suis trop nul là. Un hommage assumé à David Bowie. La chanson Invincible contient des références claires à Heroes de David Bowie. Like dolphins can swim. À la fois dans l'approche vocale et le sentiment épique du morceau. Bowie aurait même assisté à certaines sessions de l'album et proposé une collaboration qui n'a finalement pas eu lieu car Bellamy ne se sentait pas prêt à ce moment-là. Purée Matt, t'as pas géré pour ce qui aurait pu être la collab du siècle. D'ailleurs, si Bowie t'intéresse, j'ai fait un épisode sur un de ses albums. Supermassive Black Club new-yorkais. Comme je te disais, notre petit Matt a avoué s'être inspiré de soirées dans des clubs new-yorkais pour écrire Supermassive Black Hole. Il cite explicitement Prince comme influence majeure dans la tonalité vocale et le groove du morceau, avec un partage entre falsetto, funk et électronique, et une influence Franz Ferdinand pour les guitares, quoi. Ouais, je le répète car je trouve ça ouf quand même. Et surtout, je trouve que ce morceau, c'est l'un des rares titres de Muse à explorer cette fusion audacieuse entre rock et dance. Et voilà, Black Holes and Revelations, c'est fini! Enfin, pour la vidéo, parce que en vrai cet album, tu le gardes longtemps dans les oreilles après l'écoute. Il te colle comme une lumière étrange dans le ciel que t'arrives pas à expliquer, je trouve. Tu sais pas trop si t'as dansé, médité ou milité, mais t'as vécu un truc quoi. C'est un disque qui t'élève tout en te foutant un peu le vertige, je trouve, qui te parle d'univers et de dictature, de passion et de résistance. Muse, en 2006, a littéralement redéfini ce que pouvait être un album de rock moderne, ambitieux, théâtral, politique, mélodique, parfois bizarre, souvent brillant, et surtout plus grand que nature, une odyssée spatiale et émotionnelle. Alors ouais, il y a toujours eu des débats sur Muse. Trop pompeux, trop big star, trop... Muse quoi. Car franchement, cet album c'est une masterclass je trouve. Et je le dis sans rougir. Supermassive Black Hole, Knights of Sidonia, Starlight, ça fait une sacrée sainte trinité du rock des années 2000 quoi. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Et moment youtubeur forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce magnifique album. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos sur des albums ou des hits qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, on verra suivant l'épisode. Et viens donc sur Insta pour deviner quels seront les hits ou albums du jour, les mercredis soirs. Ma mini-commu est super sympa, mais surtout trop forte car elle trouve en majorité quasi à chaque fois. Est-ce que mes indices sont trop simples? Peut-être. Mais au moins, je réponds à tout le monde avec une super photo de moi, quoi. Allez, viens, on est bien. En tout cas, nous, on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt! Qu'est-ce que tu regardes, toi? On t'a bougé de place, toi. You in my arms. Ah, j'ai l'air d'un assez fou, c'est bon. Putain, si mes voisins m'entendent.